Bonjour à tous. Alors je me retrouve en compagnie de Dorothée à nouveau. Alors aujourd'hui on va vous parler des champignons, ou plus précisément de la mycothérapie. Alors moi je suis un petit peu novice là-dedans. Voilà, Dorothée est venue m'en parler. Donc en même temps, je vais découvrir ça en même temps que vous. Je vais lui poser certaines questions parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. J'en ai déjà entendu parler un petit peu, surtout de la culture sur écorce, etc. Donc voilà, tu vas nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que la mycothérapie et puis surtout à quoi ça sert. D'accord. Bonjour Céline et bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la mycothérapie parce que c'est un domaine qui est encore très méconnu dans le domaine des thérapies naturelles et je pense que c'est un domaine très très intéressant et qui offre de très belles perspectives. Donc en fait le champignon, c'est un organisme donc, qui n'est pas une plante, qui contient beaucoup de nutriments essentiels. On va y retrouver des vitamines, des minéraux, des antioxydants, on va avoir des protéines. Donc c'est un aliment qui est très très complet, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de super aliment. On connaît voilà, la spiruline ou différents super aliments, on pourrait le mettre dans cette catégorie de super aliments. Mais malgré tout, il a une spécificité qui est très très importante pour nous thérapeutes. C'est que ce champignon contient des bêta-glucanes. Et ces bêta-glucanes, ils ont une forme très particulière qui font qu'ils sont immunomodulateurs. Alors, je ne sais pas si pour tout le monde ça parle, ça, immunomodulateur, c'est peut-être, ça doit parler aux thérapeutes, mais peut-être beaucoup moins au grand public. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur notre système immunitaire. Et notre système immunitaire, c'est la base de notre santé. Donc, avoir on va dire, un organisme, un complément alimentaire naturel qui travaille sur cette immunité, eh bien c'est le gage d'une bonne santé. Alors on pense toujours à problème d'immunité, mais je tombe malade pour un oui, pour un non, je suis très sujet à la grippe, aux problèmes ORL, au gastro. Oui, ok, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui on rencontre de plus en plus de gens qui sont allergiques. L'allergie c'est un problème d'immunité. Tu parles plus de maladies auto-immunes un petit peu. Alors il y a les allergies et il y a les maladies auto-immunes. On va dire on est sur ce qu'on appelle des pathologies dysimmunitaires, c'est-à-dire que c'est l'immunité qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Elle n'est pas en faiblesse, elle fonctionne de travers. D'accord, c'est ça la pathologie dysimmunitaire. Et effectivement, dans ces pathologies-là, on retrouve les problèmes d'allergie et les problèmes de maladies auto-immunes. Et moi, aujourd'hui, en cabinet, des maladies auto-immunes, j'en ai vraiment beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est des maladies qu'on retrouve essentiellement au niveau du biote intestinal? Oui. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une problématique de maladie auto-immune, on retrouve systématiquement un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. On retrouve ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. Je ne sais pas si j'imagine que ça parle, je pense que ça doit parler aussi à beaucoup des spectateurs. Donc cette hyperperméabilité intestinale, on retrouve une flore généralement qui est défaillante, qui est déséquilibrée. Donc oui, de toute façon, sur une maladie auto-immune, on va systématiquement travailler sur les intestins et les champignons, évidemment, travaillent sur cet équilibre intestinal et c'est pour ça qu'ils vont travailler sur l'immunité. D'accord. Qu'est-ce qui va déséquilibrer le milieu, le biote intestinal? Qu'est-ce qui est l'alimentation? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? beaucoup de raisons. Alors, on retrouve d'abord les conditions de la naissance, c'est-à-dire qu'un enfant qui va être né par césarienne et qui n'aura pas été allaité aura déjà une flore intestinale qui sera moins performante qu'un enfant qui sera né par voie naturelle et qui aura été allaité. Et ensuite, sur nos générations, on retrouve beaucoup d'usage des antibiotiques. Ça a été un usage tellement répandu. Moi aujourd'hui, les jeunes patients que j'ai, quand je vois leur carnet de santé, ils ont des traitements antibiotiques, plusieurs traitements antibiotiques par an minimum, et ça pendant de 0 à 10 ans. Ça détruit le biote intestinal. Ça détruit complètement la flore intestinale. Et donc la nature a horreur du vide. D'autres bactéries vont prendre la place. Des pathogènes plutôt. Mais plutôt des bactéries pathogènes. Alors on retrouve beaucoup de candidoses chroniques. Ça, voilà, les candidoses chroniques, c'est de plus en plus fréquent. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir avec ça s'exprime par des mycoses vaginales récidivantes. Quelquefois, j'ai des patientes qui sont en mycose vaginale 3 semaines sur 4. Et ça revient tous les mois. Enfin, c'est une véritable plaie. Et ça, évidemment, l'origine est dans les intestins. Chez les femmes, on va retrouver aussi beaucoup de cystites, par exemple, à répétition sur une flore qui est pathogène.
Donc, qu'est-ce qui va déséquilibrer le biote? Donc, les médicaments, une mauvaise alimentation, ça c'est une alimentation trop industrielle. Une alimentation qui sera beaucoup trop industrielle, une alimentation. Alors, à une époque, on pouvait dire qu'il pouvait y avoir un manque de fruits et légumes. Aujourd'hui, moi, on va dire chez les vieux naturopathes, disaient il y a un manque de fruits et légumes. Moi, c'est vrai que dans mon expérience, j'ai plutôt des gens qui viennent et qui mangent plutôt pas mal de végétaux, mais qui vont avoir une alimentation déséquilibrée parce que plus assez de protéines animales, par exemple, ou plus du tout de produits gras. Donc ça, souvent, c'est l'inverse. Maintenant, les gens mangent énormément de végétaux. Énormément de végétaux. Alors, chez mes patients, hein, parce que j'imagine que les gens qui ne vont pas chez le naturopathe, de temps en temps, j'ai un extraterrestre qui arrive, un patient qui ne va manger par exemple que des féculents et qui ne voit jamais un légume. Mais c'est rarissime que j'ai ces gens-là. Oui, en fait, tu as plutôt une catégorie de personnes qui a déjà fait un gros travail en amont avec l'alimentation, mais qui s'est un peu perdue au final dans tout ça et qui a trop voulu faire bien et du coup qui est parti dans l'excès inverse. Voilà, qui enferme un peu la notion d'équilibre. Tout à fait. D'accord. Mais de temps en temps, voilà, j'ai un extraterrestre comme ça, donc là je règle aussi dans l'autre sens, mais c'est vraiment 1%. En général, les gens vont plutôt voir des médecins. C'est vrai que voilà, la personne qui va s'alimenter de manière industrielle va plutôt aller chercher des réponses chez un médecin. C'est bien plus tard qu'il va comprendre que c'est son alimentation qui est peut-être en cause. Voilà, donc les médicaments, l'alimentation, est-ce qu'il y a autre chose aussi qui peut dérégler le biote? Oui, on a les intolérances alimentaires. Donc ça, c'est vrai qu'au premier rang des intolérances alimentaires, on trouve quand même les produits laitiers. Les produits laitiers qui sont tolérés, alors surtout les produits laitiers actuels. Oui. Parce que le problème, c'est pas tellement les produits laitiers, c'est les produits laitiers tels qu'ils sont produits actuellement. Pasteurisés. Pasteurisés, avec des vaches qui sont des vaches qui produisent un lait qui est très peu digeste en fait. Elles sont nourries aux céréales. Elles sont nourries aux céréales et puis en fait c'est une variété de vaches qui produisent un lait qui est modifié. Enfin, qui est modifié. Il n'a pas été génétiquement modifié, mais il n'a plus la même structure, c'est un peu muté. Et du coup ce lait est beaucoup moins digeste pour nous. C'est pour ça qu'on digère peut-être mieux le lait de brebis ou de chèvre. Oui, tout à fait. D'accord. Donc il y a vraiment la qualité du lait et puis effectivement lorsqu'on est sur un lait qui est stérilisé, c'est un lait qui est mort. Et qui est totalement indigeste. Il vaut mieux prendre des choses au lait cru dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Il vaut bien mieux prendre du lait cru. Donc il y a ça, et puis il y a évidemment le gluten. Le gluten. Alors, ça c'est pareil aussi, transformation. C'est à cause des transformations. Le gluten ancestral, je pense que ça ne devait pas poser beaucoup de problèmes, mais le gluten qu'on a aujourd'hui qui est extrêmement modifié, et puis on en met à toutes les sauces, on trouve dans tous les produits industriels on trouve du gluten. Donc je pense qu'il y a vraiment un facteur de modification de la qualité du gluten et en plus de quantité. On mange tout le temps. On mange tout le temps. Et tout le temps cet apport en gluten, donc à force, on fait une passoire dans les intestins. Est-ce que le mode de vie aussi, le stress, l'environnement, ça peut jouer aussi? Bien sûr. Stress, environnement. Oui, après il peut y avoir le manque de sommeil également. Les personnes qui ne respectent plus leur rythme biologique, qui ne dorment plus suffisamment, qui font trop de sport aussi. J'ai eu des personnes qui étaient dans l'excès de sport. Dans le surmenage en permanence, et donc ça perturbe aussi les intestins. Enfin, les causes, elles sont multiples et très très nombreuses. D'accord. Alors, donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces champignons? Comment ils sont cultivés et à quoi ils vont servir? Est-ce qu'il y a un champignon par pathologie ou comment ça se passe? Alors, on peut peut-être effectivement revenir sur la manière dont les champignons sont obtenus en complément alimentaire, parce que moi ça fait plusieurs années que la mycothérapie m'intéresse et que j'ai cherché en fait, des produits qui permettaient d'obtenir des résultats en travaillant avec ces champignons médicinaux, et j'étais pas du tout convaincue par les résultats des produits que j'ai essayés. Et c'est finalement que relativement récemment que j'ai compris pourquoi certains produits fonctionnaient et d'autres pas. En fait, le champignon, il y a une partie aérienne qu'on appelle le sporophore, en fait le fruit, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on consomme. Et puis dans la terre, il y a des tout petits filaments qui s'apparentent à des racines, ça s'appelle le mycélium. Voilà, c'est le mycélium. Alors en fait, on trouve exactement les mêmes composés dans le fruit et dans le mycélium. Sauf que le mycélium, il est produit beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on ensemence, on prend un substrat, c'est-à-dire un milieu de culture, on met du mycélium, et puis ça va grossir très très vite, ça peut grossir d'1 centimètre par heure. Ah oui. Ça grossit extrêmement vite. Donc on peut cultiver du mycélium hyper facilement. Et c'est ce que la majorité des fabricants font. Et ça, en fait, quand j'ai compris ça, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi ça fonctionnait ou pas. Donc la majorité des fabricants
Ils cultivent du mycélium, puis ils récoltent en quelques jours leur mycélium, formidable, et ils mettent ça en gélule, sauf qu'on ne peut absolument pas séparer le mycélium de son substrat. C'est-à-dire que si tu l'as fait pousser sur du riz ou de l'avoine, bah, tu mets du riz ou de l'avoine ou des copeaux de bois en gélule. D'accord? Et puis, en fait, tu n'as que 30% de mycélium là-dedans. Donc tu as quand même 70% d'autres choses. Donc finalement, en principe actif, ça reste très, très léger. Et puis tu ne peux pas le concentrer. Tu ne peux pas du tout concentrer les principes actifs quand tu travailles avec ces produits-là. Au contraire, quand tu utilises le fruit, lui, donc tu le réduis, tu le déshydrates, il va être réduit en poudre et il peut être concentré. Parce que comme on n'a que du champignon, eh bien, ce champignon peut être concentré, on peut en faire une poudre avec d'extrait concentré et standardisé. On sait exactement quelle quantité on a de principes actifs. Donc là, ça agit vraiment de manière très efficace. Ouais, et c'est à partir du moment où j'ai trouvé ces produits-là et que j'ai compris comment ça fonctionnait que j'ai pu commencer à avoir des résultats dans l'usage de la mycothérapie. Donc tout ce qui est champignons sur un support de bois, par exemple, c'est plutôt à déconseiller alors. Bah, moi, je l'ai essayé il y a 2 ou 3 ans et vraiment, ça ne m'a pas réussi du tout. Alors, ça t'a fait au contraire? Moi, je me suis sentie très mal sur le plan digestif. Ça m'a vraiment fait mal au ventre. Alors après, dans l'extrait que j'avais essayé, il y avait un peu d'huile essentielle aussi. Bon, alors, qu'est-ce que je n'ai pas supporté? Mais en tout cas, je n'ai pas eu de bénéfice. Et au contraire, je me suis pas sentie bien sur le plan digestif. Donc c'est vrai que j'avais un peu abandonné pendant un certain temps l'idée d'utiliser les champignons. Alors tu peux nous dire quels champignons maintenant bien sûr. Alors moi j'aime beaucoup travailler avec le reishi. Pour moi le plus grand champignon, on va dire le plus polyvalent, ça va être le reishi. Parce que le reishi, c'est un champignon qui se comportera un peu comme une plante adaptogène. Il va vraiment s'adapter et rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer. J'ai beaucoup de patients qui ont des pathologies d'ordre endocrinien, des déséquilibres endocriniens, les thyroïdes. Souvent, un thyroïde, bon, c'est un organe qui souffre beaucoup actuellement, mais il y a aussi beaucoup de déséquilibres sur le plan hormonal féminin, les déséquilibres sur le plan hormonal. Donc je trouve que le reishi est vraiment très intéressant pour ces cas-là. Et puis en plus, le reishi est un grand anti-inflammatoire. D'accord. Donc il a beaucoup de casquettes. Le reishi, la quantité d'études qui ont été menées sur le reishi, elle est... on en a des centaines et des centaines. Donc là, moi je parle juste de l'usage que j'en fais le plus couramment en cabinet. Mais on peut l'utiliser évidemment aussi pour rééquilibrer l'immunité, puisque de toute façon tous les champignons ont cette faculté de rééquilibrer le système immunitaire. Donc ça c'est formidable, on sait qu'on ne peut pas faire de bêtises en utilisant des champignons. D'accord. Et sur des personnes dévitalisées par exemple, oui, bien sûr. Ça fait des très bons résultats? Oui, parce qu'en fait le champignon c'est un super aliment. Comme il est très riche en nutriments, de toute façon, c'est un aliment qui est revitalisant. Donc oui, tu peux l'utiliser sur tous ces terrains-là. Moi, je me suis vraiment intéressée à la mycothérapie parce que j'avais de plus en plus de patients qui étaient des cas compliqués. C'est-à-dire qu'avec les outils de la naturopathie de base, où tu vas nettoyer, drainer et revitaliser, ça ne fonctionnait pas. Et je n'y arrivais pas parce que les personnes étaient d'une part trop dévitalisées et d'autre part avait une flore intestinale qui était tellement défaillante que finalement l'intestin n'absorbe plus et du coup on n'y arrive pas. Et le champignon, c'est comme s'il permettait de rénover le terrain en profondeur. C'est vraiment ça qui m'a attirée vers la mycothérapie, c'est ce côté, ça rénove le terrain. Ça va redonner au terrain la capacité de se recharger, de se revitaliser. D'accord. Et une question toute bête, si moi par exemple je vais dans un magasin bio, j'achète des champignons comme ça déshydratés, j'en mets dans ma soupe, ça fera pas du tout le même effet? Non, parce qu'il faudrait que tu en consommes énormément. C'est-à-dire que dans une gélule, on va avoir l'équivalent de 3 litres de bouillon de champignons. En usage traditionnel, en Chine et au Japon, ils utilisaient donc les champignons dans des bouillons de viande. C'est-à-dire que le bouillon de viande permettait d'avoir les molécules qui sont solubles dans l'eau, plus les molécules qui sont solubles dans le gras. C'est très important puisque dans les champignons, on a les deux. Donc, ils faisaient des bouillons de viande qui cuisaient au moins 3 heures pour pouvoir récupérer tous les nutriments. Donc 3 heures à très faible température pour ne pas les abîmer. C'est pour ça qu'ils utilisent tout le temps des champignons dans tout ce qu'ils mangent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous, on n'en mange jamais des champignons, à part des champignons de Paris. Mais oui, eux, ils ont ça culturellement. C'était utilisé, les champignons médicinaux sont utilisés depuis plusieurs milliers d'années.
Et oui, ils faisaient ces bouillons de viande aux champignons, mais ils en consommaient, il fallait en consommer des litres et des litres. Oui. Alors que nous, on va réussir, en prenant une gélule, à avoir l'équivalent d'une consommation de plusieurs litres de bouillon avec des champignons. D'accord. Donc c'est beaucoup plus pratique. Ah oui, c'est sûr que c'est plus pratique, ça permet de manger quand même un petit peu moins. Et donc du coup, alors on a le reishi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui existe d'autre? Alors, il y en a un autre que j'aime bien qui est le champignon du sportif, qui est le cordyceps. Ah oui. Ça, c'était un champignon des hauts plateaux tibétains et qui est un champignon qui est très revitalisant, qui est aphrodisiaque aussi. Ouais. il est beaucoup utilisé par les personnes qui sont en perte de libido, mais il va retonifier en profondeur. Alors en médecine chinoise, il va retonifier le rein. Et donc il va redonner énormément d'énergie. Donc pour les sportifs, il va justement aider à fabriquer plus de testostérone et donc fabriquer plus de masse musculaire, et il augmente la performance et il augmente également la ventilation, enfin, au niveau cardiovasculaire. Il va permettre d'augmenter le souffle et les performances sur le plan sportif. Celui-là, je le connaissais. J'avais Voilà. déjà eu des retours par rapport à ça, à celui-là. Ouais. Mais après, de la façon dont toi, on les retrouve, moi, je sais pas, hein, par rapport à ce que je connaissais à l'époque, quel était le dosage et tout ça, je sais plus, faudrait que je me repenche dessus. Et ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre alors? Alors, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle l'éricium. Alors, l'éricium ou la crinière de lion, ça, c'est un champignon que j'aime beaucoup parce qu'il va travailler sur les intestins et particulièrement sur les intestins qui sont abîmés. Donc, dès qu'il y a une notion d'ulcération sur la sphère digestive, alors ça peut être une ulcération au niveau de l'estomac, Ouais. un ulcère de l'estomac, Ouais. mais des ulcérations également au niveau intestinal avec du coup des leaky gut, des intestins poreux, avec des maladies de Crohn, des rectocolites hémorragiques ou tout simplement des personnes qui ont des dysbioses, des ballonnements, enfin voilà, toute la sphère intestinale. Ouais. L'éricium fait des merveilles. Et alors ce qui est très amusant, c'est que nous, on a fait le lien entre intestin, deuxième cerveau, et l'éricium travaille et sur l'intestin et sur le système nerveux. Donc c'est un champignon qui va même pouvoir activer le facteur de croissance neuronale et qui va réussir également à refabriquer de la myéline. Donc sur des scléroses en plaques, sur des maladies d'Alzheimer, des maladies de Parkinson, on l'utilise sur des suites d'AVC. Une personne qui a eu un AVC, qui a eu des pertes de facultés, en rééducation, on va lui donner de l'éricium. C'est formidable. Donc ça, c'est un champignon que j'aime vraiment beaucoup. C'est dommage parce que c'est vraiment pas connu. Hein. Il y a très peu de personnes qui en parlent des champignons comme ça. Hein. On parle beaucoup de plantes, etc., de choses comme ça, mais les champignons, on n'entend pas beaucoup parler. Donc là, on en a 3. On en a 3. Après, il y en a un autre aussi qui est super. 2 autres, il va falloir m'arrêter. Non, mais en fait, t'as pas une gélule qui mélange tout. C'est plus simple, puisque vu qu'on a un peu de tout, au moins on répare tout. Alors, il faudrait peut-être faire des cures avec, je sais pas. Oui, mais après, on a quand même des champignons qui nous correspondent. Oui, moi, je sais sûr. qu'au niveau de mon tempérament, je suis très reishi. Ouais. Mais j'ai des patients qui sont des bons vivants, qui ont un bon ventre, qui sont un peu rouges, qui sont, tu vois, des bons chasseurs. Des bons chasseurs. Eux, je vais plutôt leur conseiller du maïtake. Tu vois, le maïtake qui est très bien sur les syndromes métaboliques. Tu vois, des personnes qui ont un bon ventre comme ça, qui sont plutôt pléthoriques. Et puis, tu sens que le sang est chargé. Oui. Souvent, la lymphe. Tout est chargé. Ça mais demande tu nettoies la lymphe, là tu nettoies. Voilà. Tu nettoies et tu soutiens le système l'insuline cardiovasculaire, tu régules l'insuline. Ouais. Et en fait, le maïtake, il fait tout ça. Donc moi je ne suis pas du tout maïtake. Non. Absolument pas prendre ça. Et par contre, le reishi, sur tout ce qui est équilibre nerveux, équilibre endocrinien, moi je sais que dès que je vais mal, c'est tout de suite mon système nerveux et mon système endocrinien qui prennent. Donc moi, le reishi, ça c'est mon dada. Ouais. Et il y en a un autre que j'utilise beaucoup en cabinet qui est le coprin. Le coprin chevelu. Alors ça, c'est un champignon qui est très très spécifique du diabète et qui permet de réguler diabète de type 2 et diabète de type 1 aussi. C'est-à-dire qu'on arrive à diminuer les doses d'insuline sur un diabète de type 1 et il y a même eu des cas chez des personnes qui basculaient tout juste dans le diabète de type 1 de retour à la normale avec une prise de coprin. Moi, j'en ai pas eu dans ma clientèle. Mais par contre, une action sur la glycémie, ça se comporte en fait comme l'insuline, le coprin. Donc on
est sur un véritable champignon antidiabétique et qui en plus contient du vanadium en petite quantité qui est un élément qui va justement agir pour limiter la résistance à l'insuline. Donc c'est un formidable produit, pareil, très peu connu, très pointu et super efficace. D'accord. Donc tu vois, on peut vraiment travailler sur des pathologies qui sont des pathologies lourdes. Bon, moi je fais beaucoup d'accompagnement du cancer avec ces produits-là parce qu'ils ont une telle propension à diminuer les effets secondaires des chimiothérapies, des radiothérapies que c'est vraiment très très intéressant. Et puis ils arrivent également ils ont une véritable activité antitumorale et antimétastasique. Donc un patient peut le prendre pendant son traitement pour justement limiter tous les effets secondaires et puis après il va utiliser un autre champignon qui va éviter justement les récidives, la propagation des métastases. Enfin, c'est vraiment pour moi un produit d'avenir. Et d'ailleurs au Japon, ils utilisent des produits de chimiothérapie qui sont issus des champignons, qui sont extraits des champignons. Nous, on est vraiment en retard. Hein. On travaille différemment. On n'a pas les mêmes outils. Ah oui, on devrait vraiment s'inspirer On n'a de pas les tout mêmes ce qui est médecine chinoise, etc. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à apprendre là-dedans. Et t'as encore d'autres champignons sous ton manteau là? J'en ai d'autres. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, qui est l'agaricus. L'agaricus, c'est le champignon qui sera le plus régulateur de l'immunité. Donc, par exemple, pour tous les terrains allergiques ou les maladies auto-immunes, c'est celui qui va le plus réguler cette immunité pour éviter que l'immunité ne s'emballe. Donc, oui, celui-là est très intéressant parce qu'en cabinet, je rencontre beaucoup de cas de pathologies dis-immunitaires, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, ils ont tous cette faculté à travailler sur l'immunité, mais l'agaricus, il est encore plus spécifique de ce travail sur l'immunité. D'accord. Donc oui, celui-là, je l'utilise régulièrement. Et donc ça se présente sous forme de gélule, c'est ça? Alors moi, les produits que j'utilise se présentent sous forme de gélule. Et en cancérologie, en accompagnement donc, des chimiothérapies et des radiothérapies, ça va être des petites fioles. Donc des champignons sous forme liquide extrêmement concentrés. Dans une petite fiole, on trouve environ l'équivalent de 15 gélules. Et donc c'est facile à prendre pour le malade et très efficace. D'accord, ok. Tu voulais encore nous rajouter quelque chose? Écoute, je pense que si je n'ai perdu personne, c'est déjà très bien. Si vous êtes encore là avec les champignons. Donc est-ce que tu peux nous dire, si ça intéresse quelqu'un, comment il peut faire pour se procurer les champignons, comment ça se passe? Alors moi je conseille vraiment d'aller voir un thérapeute, peut-être de t'approcher de toi pour avoir un conseil beaucoup plus personnalisé, puisque tu pourras conseiller tel type de champignons. Une fois que je t'aurai formé, tu vas être au taquet. Oui, j'attends la formation, une fois que je suis formée, je pourrai vous dire. Et tu pourras conseiller les champignons et la bonne forme en fait. Les champignons pour avoir de bons résultats. Ok. Et après, bon, à ce moment-là, la personne pourra commander. Oui, tout à fait, ça se commande et oui, ou ça peut se trouver dans des points de vente. C'est fabriqué où? Alors, moi, je travaille avec un laboratoire qui fabrique ces produits, enfin, qui est basé en Espagne. Ouais. D'accord, donc ça c'est comme tu m'as dit, c'était une entreprise qui est familiale ou qui existe? Oui, c'est une entreprise familiale. Alors pour moi, ce qui est important dans le choix du champignon, c'est de choisir un champignon qui pousse en milieu naturel. Ça c'est très très important parce qu'en fait le champignon il va développer ses principes actifs au contact de la nature. C'est-à-dire qu'un organisme qui ne doit pas se défendre, pourquoi il se casserait la tête à fabriquer son mode de défense? Aucun intérêt. C'est comme par exemple la tomate. Une tomate que tu fais pousser chez nous dans le sud, qui a du soleil, qui n'est pas trop arrosée, qui est soumise aux attaques des insectes, elle va être obligée de se défendre, elle va fabriquer énormément d'antioxydants. Tu mets cette même tomate sous une serre, lumière artificielle, les pieds dans l'eau, elle a tout ce qu'elle veut, elle a tous ses nutriments, elle se la coule douce, tu trouves 150 fois moins d'antioxydants dans cette tomate-là. Donc moi franchement, cette tomate-là, elle ne m'intéresse pas. Pour les champignons, c'est exactement la même chose. Les champignons
en laboratoire, qu'il faut utiliser sont des champignons qui poussent en milieu naturel, qui doivent se défendre, qui sont à la pluie, au vent, au soleil, enfin, voilà, qui vivent avec le cycle jour-nuit, avec des insectes qui se baladent, et puis qui se nourrissent dans des arbres, voilà, dans des arbres, dans des souches, tu vois, qui est véritablement besoin de se battre pour pousser. Sinon, pas besoin de se battre, ils sont inintéressants. Donc le milieu naturel est le plus important. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça qu'au final, les fruits et les légumes super bien ronds et calibrés, faut prendre tous ceux qui sont déformés. Moi, plus les légumes ils sont déformés, et plus je me dis oulala, lui il a dû se défendre. C'est un warrior. Et plus il a dû produire des antioxydants en fait pour se défendre. À tous les trucs calibrés comme ça, faut pas les acheter. Faut pas les acheter, c'est que de la flotte. Ouais, il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans. Donc ce qui nous intéresse, oui, ok, il y a les glucides, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les micronutriments et les antioxydants. Et ça, on le voit bien entre une alimentation bio et puis bio et surtout naturelle, qui pousse dans des vraies conditions. Oui, c'est-à-dire dans des vraies conditions, il est beaucoup plus concentré en antioxydants que celui qui est poussé sous serre avec des tas de produits. Celui-là, il n'a aucun intérêt. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, parce que c'est vrai que pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas ce mode de guérison, on va dire, par le biais des champignons. D'ailleurs, moi non plus, je ne le connaissais pas, j'avais vraiment entendu parler de tout ça vite fait, et j'avais jamais vraiment plongé la tête là-dedans, mais maintenant, bon ben voilà, je vais me former. Voilà, Dorothée va me former sur les champignons, donc je serai au top pour vous expliquer tout ça. Et puis nous on vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous mets en barre d'infos en dessous les coordonnées de Dorothée si jamais vous voulez la contacter ou si vous avez des questions. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Au revoir. Toc toc toc. Salut. C'est Pierre et Céline. Alors si tu as envie d'être informé de notre actualité, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, c'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.jalimentemassanté.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà, on t'embrasse. Ciao ciao. Ciao.